Alors, les différents contrats de travail. Le contrat de travail est un contrat spécial qui a été défini par la jurisprudence. Si son contenu est ouvert à la négociation, il n'en demeure pas moins que certaines clauses ont été réglementées par la Cour de cassation. Un contrat de travail peut prendre différentes formes, entre autres le CDI, le CDD, le CTT, ou contrat d'intérim, le contrat d'apprentissage ou encore le contrat de professionnalisation. 1. La notion de contrat de travail. En l'absence de définition du contrat de travail par la loi, c'est la jurisprudence qui a dégagé les éléments permettant de caractériser le contrat de travail. Il y a contrat de travail quand une personne appelée le salarié fournit une prestation de travail pour une autre personne appelée l'employeur en échange du versement d'une rémunération et en se plaçant dans un lien de subordination juridique vis-à-vis d'elle. Les caractéristiques du contrat de travail. Il y a donc 3 éléments cumulatifs à réunir pour qualifier un contrat de travail. La fourniture d'une prestation de travail, elle est différente selon les fonctions occupées par le salarié. Dans le cas où l'existence d'une prestation de travail ne peut être établie, le contrat de travail sera déclaré fictif. Le versement d'une rémunération, c'est la contrepartie de la prestation de travail. Elle peut être versée sous la forme d'une somme d'argent conforme aux exigences légales ou conventionnelles minimales, ou en nature. Le lien de subordination juridique. Élément fondamental de la relation de travail qui permet de différencier le contrat de travail des contrats d'entreprise et de mandat. Ce lien constitue l'expression du pouvoir de direction de l'employeur. Il se manifeste par les directives de nature diverse données pour l'organisation et l'exécution du travail. Ce lien sera apprécié en fonction de la nature du poste concerné. Ainsi, l'autonomie laissée à un poste à responsabilité ne signifie pas qu'il n'y a pas de subordination. Cela implique seulement une expression différente du lien de subordination. Dans le cas du statut de conjoint salarié, on n'exige pas la preuve d'un lien de subordination juridique. Requalification d'un contrat de travail. Un juge peut requalifier un contrat en contrat de travail si les éléments caractérisant son existence sont réunis, quelle que soit la qualification initiale donnée au contrat par les parties. Article L. 8221-6, L. 1245-1 et suivant. On dit que la qualification est indisponible pour les parties. Arrêt Laban 2000, arrêt Take It Easy 2018. B. Les conditions de validité du contrat de travail. Les conditions de forme. Un contrat de travail implique généralement une trace écrite dudit contrat, bien qu'il y ait des exceptions. Toutefois, une directive européenne prescrit une information écrite du salarié dans les 2 mois de son embauche sur les éléments essentiels du contrat. En pratique, il est fortement conseillé de conclure un contrat écrit, même quand une convention collective ne l'exige pas, pour assurer plus de sécurité juridique aux parties. Dans ce cas, il doit être rédigé en français en 2 exemplaires datés et signés. En revanche, tous les autres contrats de travail doivent être consignés par écrit, ils doivent être rédigés en français. 2. Les conditions de fond. Les conditions de fond. Consentement des parties. Conformément au droit commun des contrats, le consentement des parties doit être personnel, libre et éclairé. On parle alors de vice du consentement. Exemple, erreur, dol et violence. Capacité des parties. Pour l'employeur, personne morale, le représentant de la personne morale doit avoir les pouvoirs d'engager la personne morale. Le salarié doit être une personne physique ayant la capacité d'exercice. Pour les mineurs non émancipés, l'autorisation des représentants légaux est requise et pour les majeurs sous tutelle, celle de leur tuteur. Contenu certain et licite. Le contrat doit avoir un contenu conforme à l'ordre public. Cela signifie qu'il doit respecter les normes fondamentales du droit objectif. De plus, son contenu doit être déterminé ou déterminable lors de sa conclusion. Exemple, le contenu d'un contrat n'est pas licite s'il porte sur les ventes de biens interdits, tels que des stupéfiants. Le contenu d'un contrat n'est pas certain si son objet n'est pas possible, comme promettre à un être humain la vie éternelle. En droit du travail, l'action en nullité ne privera pas le salarié de toute rémunération. Il aura droit à une indemnité, à la délivrance de bulletins de paie et d'un certificat de travail, ainsi qu'à
la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux. 3. Les obligations des parties. Le salarié s'engage à fournir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé, respecter le règlement intérieur de l'entreprise, respecter une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, respecter une obligation de discrétion et de confidentialité. L'employeur s'engage à verser le salaire convenu dans le contrat, fournir au salarié les moyens nécessaires à l'exécution de son travail, adapter le salarié à son poste, respecter les conventions et accords collectifs applicables à l'entreprise, respecter les dispositions issues du Code du travail. Le Code du travail regroupe les lois et règlements relatifs au droit du travail concernant essentiellement les salariés sous contrat de travail de droit privé. 2. Le contrat à durée indéterminée, CDI. Le CDI est le contrat de travail de droit commun. Cela signifie que c'est par rapport à ce contrat, en imitation ou en opposition, que se sont construits tous les autres contrats de travail. A. Les caractéristiques du CDI. Quand il est conclu à plein temps, aucune condition de forme n'est exigée lors de sa conclusion, sauf dispositions conventionnelles contraires, de plus en plus fréquentes en pratique. Ainsi, un contrat conclu verbalement peut être valable. Si le contrat est établi par écrit, il doit être rédigé en français. Si le salarié est étranger, il est en droit d'en demander une traduction dans sa langue d'origine. Même dans le cas où aucun écrit n'est rédigé, l'employeur doit remettre au salarié une information écrite lui précisant les caractéristiques essentielles de son contrat dans les 2 mois suivant son embauche. Le CDI étant le contrat de droit commun, il doit être utilisé pour pourvoir des emplois dès lors qu'ils sont permanents et durables dans l'entreprise. C'est pour cette raison que les contrats précaires qui s'avèrent irréguliers sont requalifiés en CDI. L'employeur peut décider unilatéralement de rompre le contrat à durée indéterminée, licenciement pour motif personnel ou motif économique. Le salarié peut faire de même dans le cas d'une démission ou d'un départ à la retraite. Le CDI peut également être rompu suite à un accord des 2 parties. Il s'agit alors d'une rupture conventionnelle. Il existe également des cas particuliers de CDI, tels que le contrat de travail à temps partagé, le contrat de mission à l'exportation, le CDI intérimaire ou encore le CDI de chantier. Le contrat de travail à temps partagé B. Les entreprises de travail à temps partagé ainsi que les entreprises de travail temporaire qui peuvent se livrer à cette activité sont au cœur de ce dispositif. Il leur fournit du personnel qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes, et ce en raison de leur taille ou de leurs moyens. Contrairement à l'intérim, les salariés partagent son temps de travail entre plusieurs entreprises utilisatrices et ce en parallèle. Ce contrat a été introduit par la loi du 2 août 2005. Il s'agit d'une relation tripartite donnant naissance à 2 contrats. Un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et l'entreprise utilisatrice. Il précise la nature du travail effectué, la durée estimée de la mission ainsi que la rémunération. Un contrat de travail écrit à durée indéterminée entre l'entreprise de travail à temps partagé et le salarié mis à disposition. Toute clause interdisant l'embauche directe au terme de la mission est réputée non écrite. La rupture de ce contrat obéit aux mêmes règles que le CDI. Le salarié mis à disposition bénéficie des mêmes conditions de travail que les salariés de l'entreprise utilisatrice et ne peut avoir une rémunération inférieure à celle qu'il toucherait en étant directement salarié de l'entreprise. C'est le contrat de mission à l'exportation. Article L. 1223-5 du Code du travail. Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement économique. Ce contrat est également appelé contrat export, s'intègre dans l'objectif de favoriser les démarches des entreprises en vue de l'exportation. En effet, il est apparu difficile de déterminer précisément la durée des missions des salariés envoyés à l'étranger. La loi laisse la définition précise des modalités de ce contrat à la négociation d'un accord collectif préalable nécessaire à sa conclusion. L'accord collectif permettant le recours à ce contrat doit préciser les catégories de salariés concernés, la nature des missions concernées ainsi que leur durée minimale, 6 mois minimum en toute hypothèse. La contrepartie financière, rémunération et indemnité de licenciement qui ne peuvent être inférieures aux minima légaux, les garanties accordées aux salariés, formation et de reclassement, etc. La rupture du contrat sera soumise aux règles relatives au licenciement pour motif personnel et non celle du licenciement économique. La fin de la mission constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement personnel.
Le CDI intérimaire. D. La loi du 17 août 2015 a introduit le CDI intérimaire au titre expérimental dans un premier temps. Étant donné le succès de ce contrat, il a définitivement été intégré au Code du travail par le biais de la loi du 5 septembre 2018, article 116. Le contrat conclu comporte des périodes d'exécution de missions successives et peut comporter des périodes non travaillées appelées périodes d'intermission. Chaque mission doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice d'une lettre de mission. Le salarié en CDI intérimaire se voit garantir une rémunération mensuelle minimale dans le contrat. Le CDI de chantier. Ce contrat de travail était une spécificité du BTP bâtiments et travaux publics. Les ordonnances signées le 22 septembre 2017 étendent son champ d'application. Désormais, les branches professionnelles peuvent négocier en vue de permettre le recours à ce contrat de travail. Il s'agit d'une forme particulière de CDI, mais son motif de rupture est préétabli par le contrat. Ainsi, dès la fin d'une mission particulière fixée dans le contrat, le licenciement pourra intervenir et sera traité comme un licenciement personnel. En ce qui concerne sa qualification juridique, il s'apparente à un CDI, mais dans l'esprit, il ressemble à un CDD. Par rapport à un CDD, il présente l'intérêt majeur de ne pas avoir à justifier d'un cas de recours spécifique ni à être limité dans le temps. Le contrat à durée déterminée, CDD. Le contrat précaire désigne les contrats comportant un terme tel que le CDD. Le salarié n'a pas vocation à rester dans la durée dans l'entreprise. Or, les conditions de validité du CDD. La réforme issue des ordonnances signées par le 22 septembre 2017 modifie en profondeur non pas les règles légales sur le CDD qui restent inchangées, mais la possibilité d'y déroger par le biais de la négociation de branche. La présente section présente donc des règles encadrant le CDD au niveau légal, mais il faudra bien comprendre le nouveau mécanisme d'articulation avec la branche. 1. Les conditions de forme. Le CDD doit être conclu par écrit. Des mentions obligatoires sont prévues. Le cas de recours au CDD, avec le cas échéant, le nom et la qualification de la personne remplacée. La date du terme ainsi qu'une clause de renouvellement si le CDD est à terme précis ou, s'il est à terme imprécis, la durée minimale du CDD. La désignation du poste, le cas échéant, les textes négociés applicables. Le cas échéant, la durée de la période d'essai. En l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, elle ne peut excéder 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines si le CDD est inférieur à 6 mois. Et d'1 mois s'il est supérieur à 6 mois. Si la durée de la période d'essai est excessive, toute rupture sera considérée comme rupture anticipée. La rémunération, le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire. Le CDD est transmis au salarié dans les 2 jours suivant son entrée en fonction. 2. Les conditions de fond relatives au cas de recours au CDD. Article L1242-1 du Code du travail. Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Article L1242-2 du Code du travail. Sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un code de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants. 1. Premier remplacement d'un salarié en cas d'absence de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur. De suspension. C. De suspension de son poste de son contrat de travail. D. De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique s'il existe. E. D'attente de l'entrée en service effectif du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer. Deuxième, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Troisième, emploi à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail entendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à 1 mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur. Quatrième, remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel, ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens, d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale. Cinquième, remplacement
du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée au 1er et 4e de l'article L. 722-1 du Code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code, dès lors qu'ils participent effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. 6e, recrutement d'ingénieurs et de cadres. Au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lors d'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit. A. Les nécessités économiques auxquelles les contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée. B. Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel. C. Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. Le CDD conclu pour remplacer un salarié absent ne peut viser le remplacement de plusieurs salariés absents. Toutefois, il est admis qu'un salarié en CDD à temps complet puisse remplacer plusieurs CDD à temps partiel absents en même temps. De même, le remplacement d'un salarié absent suite à la suspension de son contrat de travail pendant un conflit collectif de travail est interdit. Il est possible d'affecter le salarié en CDD à un poste différent de celui du salarié absent. C'est la pratique du remplacement en cascade. De même, le salarié remplacé peut être présent dans l'entreprise mais affecté à un autre poste et donc absent de son poste habituel. Il est aussi possible de remplacer un salarié parti définitivement en raison de la prochaine suppression de son poste. Dans ce cas, le CSE, Comité social et économique, doit être consulté. Autre cas de figure, l'attente d'un salarié déjà recruté pour pouvoir un poste vacant. Dans ce cas, le recours à un salarié en CDD est possible, c'est donc impossible si le recrutement n'a pas encore été fait. Enfin, il est également possible de recruter un salarié en CDD pour remplacer un salarié provisoirement à temps partiel. La durée du CDD pour remplacement peut être reportée au surlendemain du retour du salarié afin de faciliter la reprise du poste. La notion d'accroissement temporaire de l'activité recouvre des réalités différentes. Augmentation provisoire de l'activité habituelle, tâches occasionnelles, commandes à l'exportation, travaux urgents pour la sécurité de l'entreprise. Toutefois, si un licenciement économique a concerné le poste à pourvoir dans les 6 mois précédents, l'employeur ne peut conclure le CDD, sauf s'il s'agit d'une commande à l'exportation ou que le CDD n'excède pas 3 mois non renouvelables. Alors, les cas de recours au CDD prévus dans le 3e de l'article L 1242-2 du Code du travail visent 2 types d'hypothèses. Les contrats saisonniers dont le régime diffère du CDD de droit commun, les CDD d'usage conclus avec certains secteurs limitativement énumérés à l'article D 1242-1 du Code du travail. Article D 1242-1 du Code du travail en application du 3e de l'article L 1242-2 des secteurs d'activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants. 1. Les exploitations forestières. 2. La réparation navale. 3. Le déménagement. 4. L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances. 5. Le sport professionnel. 6. 11e, les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique. 7e, l'enseignement. 8e, l'information, les activités d'enquête et le sondage. 9e, l'entreposage et le stockage de la viande. 10e, le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger. 11e, les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger. 12e, les activités d'insertion par l'activité économique exercée par les associations intermédiaires prévues à l'article L 5132-7. 13e, le recrutement de travailleurs pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques dans le cadre du 2e de l'article L 7232-6. 14e, la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France. 15e, les activités foraines.
Article D 4154 du Code du travail. Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les opposant aux agents chimiques dangereux suivants. Premier, l'amiante, opération d'entretien ou de maintenance sur les flocages ou calorifugage, travaux de confinement, de retrait ou de démolition. Deuxième, amines aromatiques suivants, benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés. Troisième, diméthoxybenzidine ou dianizidine. 4, aminobifényle ou amino 4-diphényl. Troisième, arsénite de sodium. Quatrième, arsénissure d'hydrogène ou hydrogène arsenifié. Cinquième, auramine et magenta, fabrication. Sixième, béridium et ses sels. Septième, bêta, naphthylamine N bis. Deuxième, chloroéthyle. 2, naphthylamine ou chlornafazine. Autoludine ou orthotoluidine. Huitième, brome liquide ou gazeux à l'exclusion des composés. Neuvième, cadmium, travaux de métallurgie et de fusion. Dixième, composés minéraux solubles du cadmium. Onzième, chlore gazeux à l'exclusion des composés. Douzième, chlorométhane ou chlorure de méthyle. Treizième, chlorure de vinyle lors de la polymérisation. Quatorzième, dichlorure de mercure ou bichlorure de mercure. Oxycyanure de mercure et dérivés alkylés sur mercure. 15e, dioxyde de manganèse ou bioxyde de manganèse. 16e, fluor gazeux et acide fluorhydrique. 17e, iode solide ou vapeur à l'exclusion des composés. 18e, oxychlorure de carbone. 19e, paraca. 20e, phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphorure d'hydrogène ou hydrogène phosphoré. 20e, poussière de lin, travaux exposant à l'inhalation. 22e, poussière de métaux durs. 23e, rayonnement ionisant, travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts. 24e, sulfure de carbone. 25e, tétrachloroéthane. 26e, tétrachlorométhane ou tétrachlorure de carbone. 27e, travaux de désinfection des bois, pulvérisation de produits, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place ou des grains lors de leur stockage. Le CDD ne peut être conclu pour remplacer un salarié gréviste. De plus, le CDD ne peut être conclu pour accroissement temporaire si le licenciement économique est intervenu dans les 6 mois précédents, sauf si commande à l'exportation ou si durée totale 3 mois maximum non renouvelable. Outre l'impossibilité de pourvoir un emploi durable et permettant dans l'entreprise au moyen d'un CDD, il existe une interdiction générale de recourir à un CDD pour les travaux particulièrement dangereux listés par arrêté article D 4154-1. Cette liste ne se fonde pas sur la nature du poste mais sur des produits chimiques dont le contrat rend le travail dangereux. La durée du CDD. Réforme sur la durée des CDD. Les ordonnances du 22 septembre 2017, ratifiées par la loi du 29 mars 2018, permettent à une convention ou à un accord conclu au niveau de la branche de déterminer les conditions de durée et du nombre de renouvellement du CDD. Désormais, la règle légale n'est donc plus d'ordre public et les partenaires sociaux peuvent prévoir des règles librement, sans plafond de durée ou de nombre de renouvellements. Toutefois, ces dispositions conventionnelles devront respecter le cas de recours au CDD. Ainsi, le principe général d'interdiction de recours au CDD pour pourvoir un emploi permanent permettra difficilement respecter si les durées maximales ou le nombre de renouvellements sont excessifs. 1. Le CDD à terme précis. En principe, tous les CDD doivent comporter un terme précis, une date de fin de contrat. Entre parenthèses, depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, le CDD à terme précis peuvent être renouvelés 2 fois, soit parce qu'une clause du contrat le prévoit, soit parce qu'un avenant au contrat est proposé ou accepté par le salarié avant le terme initial du contrat. En principe, la durée du CDD ne peut être excédée 18 mois, renouvellement inclus à l'exception des situations suivantes. Durée maximale 3 mois. CDD concernant un poste supprimé par le licenciement économique dans les 6 derniers mois. 8 mois, contrat saisonnier. 9 mois, CDD conclu dans l'attente de l'entrée en fonction d'un salarié embauché en CDI. CDD conclu pour effectuer les travaux urgents nécessités par la sécurité. 24 mois, CDD effectué à l'étranger. Accroissement dû à une commande à l'exportation. Remplacement d'un salarié dont le poste va être définitivement supprimé. Cependant, lorsque les CDD successifs sont conclus avec le même salarié pour remplacer un salarié absent ou pour un CDD d'usage, ils ne sont pas limités dans le temps.
La durée du CDD pour remplacement peut être reportée au surlendemain du retour du salarié afin de faciliter la reprise du poste. 2. Les CDD sans terme précis. Exceptionnellement, les CDD peuvent être conclus sans terme précis. Il s'agit d'un nombre limité d'hypothèses. Remplacement d'un salarié temporairement absent ou passé provisoirement à temps partiel. Attente de l'entrée en fonction d'un salarié embauché en CDI. Remplacement du chef d'entreprise, contrat saisonnier et CDD d'usage. Le CDD sans terme précis doit comporter une durée minimale impérative qui garantit au salarié le versement d'une rémunération, y compris si elle n'est pas travaillée. Exemple, retour de la personne remplacée avant la fin de la durée minimale. Dans ce cas, l'employeur devra verser les salaires prévus. Il est admis que la partie peut refuser de poursuivre le contrat à l'issue de la période minimale, alors même que l'objet du contrat n'est pas réalisé. Dans ce cas, le salarié aura droit à l'indemnité de fin de contrat. Le CDD, sans terme précis, comprend une durée maximale variable. 8 mois pour les contrats saisonniers, 9 mois pour l'attente du salarié en CDI, aucune durée maximale pour les autres remplacements et les CDD d'usage. Durée conventionnelle pour les CDD, dont la branche a négocié une durée différente. Réforme 2017 des ordonnances. La durée du CDD pour remplacement peut être reportée au surlendemain du retour du salarié afin de faciliter la reprise du poste. C'est la fin du CDD. 1. La rupture anticipée du CDD. En principe, une fois la période d'essai écoulée, le cas échéant, le CDD doit se poursuivre jusqu'à son terme. La loi n'admet que dans des cas limitatifs une rupture du CDD avant son terme contractuel. Celle-ci n'est possible que dans 4 hypothèses. L'accord des parties, or constaté par écrit, et doit découler d'une volonté claire et non équivoque des parties. L'accord peut être remis en cause si l'une des parties estime que son consentement a été vicié. Erreur, dol, violence. L'embauche du salarié en CDI. Le salarié a un préavis à respecter d'une durée d'1 jour par semaine, en référence à la durée de son CDD, avec une durée maximale de 2 semaines. Faute grave ou lourde d'une des parties. S'il s'agit d'une faute grave du salarié, l'employeur devra mettre en œuvre la procédure disciplinaire, convocation à l'entretien, lettre de licenciement. S'il s'agit d'une faute grave de l'employeur, le salarié demande auprès du CPH la réalisation judiciaire de son contrat au tort de l'employeur. Dans ce cas, il aura droit au paiement des sommes restant à couvrir jusqu'au terme prévu. Force majeure, événement de nature imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties, rendant impossible la poursuite du contrat. 2. L'arrivée du terme du CDD. Le terme peut reposer sur une date ou sur la réalisation d'un objet précis. En cas de remplacement d'un salarié absent, le terme peut être reporté jusqu'au surlendemain du retour du salarié. Si le CDD se poursuit au-delà du terme contractuel, le salarié est considéré comme étant en CDI. La fin du CDD ouvre au salarié le droit de percevoir une indemnité de fin de contrat visant à compenser la précarité du contrat. Elle est au moins égale à 10% des sommes brutes perçues. Le montant peut être conventionnellement abaissé à 6% à condition que des contreparties en matière d'accès à la formation soient assurées aux salariés. Cette indemnité n'est pas due dans les cas suivants: salarié embauché en CDI à l'issue du CDD, rupture anticipée à l'initiative du salarié, rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou lourde ou force majeure, refus du salarié d'occuper un CDI pour l'emploi équivalent avec une rémunération au moins égale. Contrat saisonnier en CDD et CDD d'usage. CDD avec un jeune pendant les périodes des vacances scolaires. Si les congés payés n'ont pas pu être effectivement pris, ils sont payés aux salariés sous la forme d'une indemnité de congés payés au moins égale à 1/10 des sommes brutes perçues, y compris l'indemnité de fin de contrat. D. La succession de CDD. Afin de conclure un nouveau CDD concernant le même poste avec le même salarié ou un salarié différent, un délai de carence doit être respecté. Ce délai est calculé sur la base de la durée du contrat qui vient de prendre fin. Si celle-ci a dépassé 14 jours, le délai de carence sera égal à son tiers. Si celle-ci a été inférieure à 14 jours, le délai sera égal à sa moitié. On décompte le délai de carence sur les jours ouvrés de l'entreprise. Le délai ne s'applique pas dans les cas suivants: travaux urgents, nécessités par la sécurité, nouvelle absence du salarié remplacé, refus du salarié en CDD de renouveler son contrat,
Rupture anticipée du CDD à l'initiative du salarié, emploi saisonnier et CDD d'usage, remplacement d'un chef d'entreprise. Afin de conclure un nouveau CDD concernant un autre poste avec le même salarié, un délai raisonnable devra être respecté, laissé à l'appréciation des juges. Dans certains cas, il est possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié sans délai. Remplacement d'un salarié absent, emploi saisonnier ou CDD d'usage, remplacement d'un chef d'entreprise. À défaut de respecter les règles applicables en matière de délai, le CDD encourt la requalification en CDI. Réforme sur les délais de carence. Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, les partenaires sociaux peuvent négocier les règles relatives aux délais de carence à respecter entre deux CDD. Les règles légales exposées ci-dessus devenant supplétives, cette négociation se déroulera au niveau des branches et devra fixer la durée du délai de carence, mais aussi les cas dans lequel ce délai ne sera pas applicable. Les CDD spécifiques. 1. Le CDD senior. Il s'agit d'un CDD visant à faciliter le retour à l'emploi des seniors et leur permet d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de leur retraite. Les seniors désignés par ce type de CDD sont des personnes âgées de plus de 57 ans et inscrites à Pôle emploi depuis plus de 3 mois ou bénéficiant d'un contrat de sécurisation professionnelle CSP suite à un licenciement économique. Différence avec le CDD de droit commun. Le CDD senior doit obligatoirement comporter un terme précis. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. L'employeur n'a pas à respecter le délai de carence entre deux contrats de même nature pour le même poste. Il peut être conclu pour une durée maximale de 18 mois. Un renouvellement de la durée est permis, ce qui limite la durée globale à 36 mois. Le salarié ne perçoit pas d'indemnité de fin de contrat à l'issue du contrat. Le CDD à objet défini. Le recours à ce CDD doit être prévu par un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise s'il est réservé aux cadres et aux ingénieurs. Il s'agit d'un CDD dont la réalisation d'un objet défini constitue le terme. En toute hypothèse, sa durée maximale doit être comprise entre 18 et 36 mois. L'accord collectif doit préciser les modalités d'exécution du CDD à objet défini. Le contexte économique justifiant le recours à ce contrat. Premier tiré. Les garanties apportées aux salariés, formation, priorité de réembauche, VAE, validation des acquis de l'expérience, aide au reclassement, etc. Les conditions dans lesquelles les salariés ont priorité d'accès pour les postes à pourvoir en CDI dans l'entreprise. Outre les mentions obligatoires à tout CDD, les mentions suivantes doivent apparaître dans le contrat. L'appellation du contrat et le visa de l'accord instituant la possibilité d'y recourir. La description de l'objet du contrat ainsi que la durée prévisible de sa réalisation. La définition des tâches du salarié. La description de l'événement objectif entraînant la fin du contrat. Le délai de prévenance de la fin du contrat au moins égal à 2 mois. La possibilité de rompre le contrat passé les 18 premiers mois et ce à sa date d'anniversaire pour un motif réel et sérieux. Lors de la fin normale du contrat ou si celui-ci est rompu lors de la date d'anniversaire par l'employeur, le salarié aura droit à une indemnité égale à 10% des sommes brutes perçues. 3. Contrat de travail saisonnier. L'activité saisonnière est celle qui se répète chaque année selon les dates à peu près fixes en fonction des rythmes des saisons et des modes de vie collectifs, ou non, et non en fonction de la volonté de l'employeur. En toute hypothèse, pour être qualifié de saisonnière, l'activité ne peut excéder 8 mois par an. Les particularités du contrat saisonnier, la durée du contrat est limitée à 8 mois. Pour les salariés extra-communautaires non résidents, la durée est rapportée à 6 mois, sauf pour les productions agricoles si l'employeur peut prouver l'impossibilité de recruter les résidents. Pour les contrats vendanges, la durée du contrat est réduite à 1 mois renouvelable une fois, soit une durée globale maximale de 2 mois. L'arrivée du terme du contrat n'ouvre pas droit à l'indemnité habituelle de fin de contrat. 4. Le contrat de travail temporaire CTT. Il peut également être appelé contrat d'intérim. Code du travail. Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion 1. Premier, d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice. 2. D'un contrat de travail dit contrat de mission entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique sous réserve des dispositions prévues à la section 6. Dispositions applicables aux employeurs publics, article L. 1251-60 à L 1251-63. A. Le contrat de mise à disposition.
Il s'agit d'un contrat commercial conclu entre l'entreprise de travail temporaire, ETT, et l'entreprise utilisatrice par écrit pour chaque salarié dans les 2 jours suivant sa mise à disposition. Il est interdit d'insérer une clause interdisant l'embauche directe du salarié à l'issue de la mission. B. Le contrat de mission. C'est le contrat de travail conclu entre l'ETT et le salarié mis à disposition. Il est soumis aux mêmes règles que le CDD, tant au niveau de sa conclusion que de son exécution. Toutefois, il existe 2 particularités qui éloignent le CDD, contrat de travail temporaire, du CDD. 1. Le régime de la période d'essai, et 2. Le régime applicable aux sanctions du CTT. 1. Donc le régime de la période d'essai, 2 jours de période d'essai pour un contrat de moins d'1 mois, 3 jours pour un contrat de 1 et 2 mois, 5 jours pour un contrat de plus de 2 mois. En cas de rupture de la période d'essai, l'ETT doit fournir un autre salarié à l'entreprise. 2. Le régime applicable aux sanctions du CTT. En raison du caractère triangulaire du montage contractuel, la Cour de cassation a précisé contre qui l'action en requalification devrait être menée. S'il s'agit d'un non-respect d'une condition de forme, le salarié doit se retourner contre l'ETT. S'il s'agit d'un problème lié au motif du recours à l'intérim ou du dépassement du terme, il devra assigner l'entreprise utilisatrice. 5. Le contrat d'apprentissage. Article L6221-1 du Code du travail. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète dispensée en entreprise et pour partie au centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige en retour au vu de sa formation à travailler pour cet employeur pendant la durée de contrat et à suivre cette formation. Article L6222-2 du Code du travail. La limite d'âge de 29 ans n'est pas applicable dans les cas suivants. 1. Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédent. 2. Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des clauses indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci. 3. Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue. 4e. Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme au titre sanctionnant la formation poursuivie. 5e, lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L221-2 du Code du sport. A. Les conditions de validité du contrat d'apprentissage. Qu'il s'agisse de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation, l'objectif est similaire. Acquérir et mettre en application des connaissances dans un objectif de diplôme ou professionnel. Il faut pouvoir répondre à des critères précis pour accéder à ce type de contrat. La loi favorise les entreprises qui entament cette démarche de formation et encadre les pratiques pour éviter les abus. L'État a mis en place au cours des années différentes politiques visant à l'insertion professionnelle des populations ayant de grandes difficultés à trouver un emploi. On propose donc aux entreprises prenant part à cette démarche diverses exonérations. 1. Les conditions de forme. Le contrat est établi par écrit en 3 exemplaires et signé par l'apprenti, le cas échéant, son représentant légal et l'employeur. Dans les 5 jours, il doit être transmis à la Chambre des métiers ou à la CCI, Chambre du commerce et de l'industrie, revêtu du visa du directeur du CFA, Centre de formation d'apprentis, attestant l'inscription à la Chambre consulaire compétente. L'autorité dispose d'un délai de 15 jours pour enregistrer le contrat. Le silence valant acceptation. Si le contrat n'est pas conforme aux exigences légales, l'enregistrement est refusé. Il doit comporter certaines mentions. Nom et adresse de l'apprenti et de l'employeur, diplôme préparé, date de début et de fin du contrat, salaire de l'apprenti pour chaque année, dénomination et adresse du CFA, nom du maître d'apprentissage ainsi que sa formation et son expérience professionnelle. 2. Les conditions de fond. L'apprenti doit être âgé de 16 ans au moins. Toutefois, s'il peut justifier avoir suivi la scolarité du premier cycle du secondaire, classe de 3e, l'âge minimal est abaissé à l'année civile de 15 ans avec un minimum de 14 ans et demi. L'apprenti ne doit pas être âgé de plus de 29 ans, toutefois cette limite n'est pas applicable dans les cas prévus par l'article 6222-2 du Code du travail. Toute entreprise peut conclure un contrat d'apprentissage, elle doit déclarer à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à assurer l'organisation de l'apprentissage. Un maître d'apprentissage est responsable de la formation d'apprentis au sein de l'entreprise. Le contrat ne peut être antérieur ou postérieur de plus de 3 mois du début du cycle de formation en CF1.
Il comporte une période d'essai fixée à 45 jours calendaires. Ne sont pris en compte que les jours passés en entreprise. Sa rupture doit faire l'objet d'un écrit transmis au directeur du CFA ainsi qu'à l'autorité administrative. L'enseignement en CFA ne peut être inférieur à 400 heures annuelles en moyenne pendant la durée de la formation. B. Les caractéristiques du contrat d'apprentissage. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée du cycle de formation entre 1 et 3 ans. 4 pour les travailleurs handicapés, prolongé d'1 an si l'apprenti échoue à l'examen. L'apprenti peut conclure plusieurs contrats d'apprentissage chez le même employeur pour préparer des diplômes différents. Aucun délai n'est nécessaire entre 2 contrats successifs et une autorisation du directeur du CFA est nécessaire au bout du 3e contrat d'apprentissage sanctionnant un diplôme de même niveau. 1. Les obligations des parties. L'employeur doit inscrire l'apprenti dans un CFA, assurer la formation de l'apprenti dans l'entreprise et lui permettre de participer aux épreuves de l'examen. Il désigne un tuteur ayant 2 ans d'expérience minimum en lien avec le diplôme suivi. L'apprenti s'engage à effectuer le travail prévu dans le contrat, à suivre les enseignements dispensés dans le CFA et à se présenter aux épreuves de l'examen. 2. Le statut d'apprenti. L'apprenti est assimilé à un salarié, y compris pendant les enseignements dispensés au CFA. Ainsi, il pourra bénéficier des mêmes avantages que les autres salariés de l'entreprise. Cependant, il n'est pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise. L'apprenti aura droit à un congé supplémentaire lui permettant de préparer les épreuves de l'examen 5 jours ouvrables dans les mois précédant l'examen. La rémunération de l'apprenti est dérogatoire du droit commun. Elle est calculée en pourcentage du SMIC. Elle peut être supérieure au SMIC si l'entreprise applique des accords proposant un salaire minimum supérieur au SMIC. Si l'apprenti est mineur, il bénéficie des règles dérogatoires sur le temps de travail. Le salaire de l'apprenti est totalement exonéré des charges sociales et de l'impôt sur le revenu dans la limite du SMIC. Pour rappel, le SMIC mensuel brut est de 1603,12 € depuis le 1er janvier 2022. En première année, moins de 18 ans, 432, 27% du SMIC, 18 à 20 ans, 689, 43% du SMIC, 21 à 25 ans, 849, 53% du SMIC. 26 et plus, salaire le plus élevé entre le SMIC 1603 et le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage. Deuxième année, 625, 39% du SMIC, 817, 21% du SMIC pour 18-20 ans, 977, 61% du SMIC. Troisième année, donc 880, 55% du SMIC, 1074, 67% et 1250, 78% du SMIC. Donc le pourcentage est calculé sur le SMIC ou le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable. La majoration intervient le premier jour du mois suivant, le jour où l'apprenti atteint l'âge de 18 ans, 21 ans ou 26 ans. La fin du contrat d'apprentissage. L'arrivée normale du terme met fin au contrat. Si un CDI est conclu à l'issue du contrat d'apprentissage, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf si une convention collective le prévoit. Dans le calcul de l'ancienneté, on prendra en compte la durée du contrat d'apprentissage. Passé la période d'essai, les causes suivantes permettent de rompre le contrat d'apprentissage issu de la loi du 5 septembre 2018, l'accord des parties, la faute grave ou lourde du salarié, l'exclusion du CFA, l'inaptitude du salarié, le cas de force majeure, la faute de l'employeur, la démission du salarié. Dans le cas de figure, il faudra mettre en place une tentative de médiation par l'entremise de la Chambre du commerce. 6. Le contrat de professionnalisation. Article L. 6314-1 du Code du travail. Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre à son initiative une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle, d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondante aux besoins de l'économie prévisible à court ou moyen terme. Alors 1. Soit enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles prévues à l'article L. 335-6 du Code de l'éducation. 2. Soit reconnu dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. 3. Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. A. Les conditions de validité du contrat de professionnalisation. 1. Les conditions de forme. Il doit être établi par écrit et comporter les mentions suivantes: la nature du contrat, CDD ou CDI, le nom et l'adresse des parties, la qualification préparée, les dates du CDD ou de l'action de professionnalisation si c'est un CDI, la rémunération, le nom du tuteur, l'organisme de formation choisi. Il ne doit en aucun cas comporter les clauses de dédit formation. Le contrat est transmis dans les 5 jours à l'OPCO, opérateur de compétences, afin d'entériner la prise en charge du coût de la formation ainsi qu'à la DRETS pour être renseigné. 2. Les conditions de fond. Le salarié doit être âgé de 16 à 25 ans, révolu ou être demandeur d'emploi allocataire des minima sociaux s'il a plus de 26 ans. Le temps de formation au sein de l'organisme de formation ou au sein du service de formation d'entreprise est d'une durée minimale comprise entre 15 et 25%.
La négociation collective pouvant dépasser cette limite de la durée totale du CDD ou de l'action de professionnalisation sans être inférieure à 150 heures. B. Les caractéristiques du contrat de professionnalisation. Le contrat peut être à durée indéterminée, avec une période initiale de professionnalisation ou à durée déterminée. La durée du CDD ou de la période de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois, renouvelable une fois en cas d'échec aux épreuves. 1. Les obligations des parties. Pour l'employeur, une formation en relation avec la formation suivie, un emploi en lien avec son projet, la désignation d'un tuteur ayant au moins 2 ans d'expérience pour la qualification suivie. Pour le salarié, il exécute le travail demandé et s'engage à suivre la formation. 2. Le statut du salarié. Le salarié lié à un contrat de professionnalisation est assimilé aux autres salariés de l'entreprise. Cependant, il n'est pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise. 3. La fin du contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation obéit aux mêmes règles de rupture que celles applicables au CDI et CDD. La rupture doit être notifiée dans les 30 jours à l'OPCO et à l'adresse.